Bonjour, nous allons voir la tuberculose extrapulmonaire. Nos objectifs, être conscient de la difficulté diagnostique et thérapeutique des tuberculoses extrapulmonaires, connaître les formes graves et les formes les plus fréquentes, savoir établir un diagnostic de certitude, sinon un diagnostic de présomption. Dans les deux cas, on peut traiter, maîtriser les régimes thérapeutiques, connaître les indications des traitements adjuvants et savoir prévenir une tuberculose extrapulmonaire. Voici le plan de notre question. C'est quoi la tuberculose extrapulmonaire? Tout simplement, c'est une maladie infectieuse. Elle est non contagieuse parce qu'elle ne touche pas les poumons, donc il n'y a pas de toux ni éternuement. Elle est due à la multiplication et au développement du BK en dehors du poumon. L'intérêt de cette question, c'est un problème de santé publique. Elle est fréquente. Sa fréquence, elle est en constante augmentation aux dépens de la tuberculose pulmonaire. Il y a une difficulté diagnostique, d'où l'intérêt du diagnostic présomptif. Il y a un problème thérapeutique parce que certaines localisations nécessitent beaucoup plus qu'un traitement médical. Le pronostic vital et ou fonctionnel, parfois engagé, par exemple dans le cas de la méningo-miliaire et le mal de Pott. Mécanismes de tuberculose extrapulmonaire sont toujours la conséquence précoce ou tardive d'une primo-infection tuberculeuse patente ou latente. Donc les BK provenant du chancre d'inoculation et de ganglions satellites sont disséminés dans tout l'organisme par voie lymphatique initialement, puis sanguine. Ainsi, des foyers secondaires sont constitués dans d'autres organes et tissus. Dès que la réponse immunitaire spécifique s'installe entre la 3e et 12e semaine, la plupart de ces foyers se nettoient. Cependant, quelques BK restent quiescents au niveau de ces foyers secondaires pendant des mois, voire des années. La diminution des moyens de défense, donc lors d'une dépression immunitaire, on aura une réactivation des foyers et l'apparition des tuberculoses extrapulmonaires. Le diagnostic positif, on a un diagnostic de certitude et un diagnostic de présomption. Le diagnostic de certitude, il y a des preuves. Donc, soit une preuve bactériologique par la mise en évidence du BK, soit par l'examen direct, soit par culture. L'examen direct, notamment pour le frottis du culot de centrifugation urinaire et du liquide céphalo-rachidien. La culture, donc prélèvement des liquides des séreuses subganglionnaires, le pus, d'une adénite ou d'un abcès froid, et les urines, c'est-à-dire les liquides d'acide ou urinaire ou adénite, soit des prélèvements solides par biopsie tissulaire. La preuve histologique, c'est le follicule caséeux. C'est un granulome centré d'une nécrose caséeuse à l'examen histologique d'une biopsie tissulaire. Le caséome aussi, deuxième, c'est le caséome, sur un prélèvement du pus confirmé par la coloration hématéine-éosine. Le diagnostic de présomption, c'est-à-dire quand il n'y a pas de preuve,
Donc, c'est une hypothèse ou une supposition, soit un tableau radioclinique compatible, comme les signes généraux chroniques, la triade A, asthénie, amaigrissement, anorexie, sueur nocturne, fièvre vespérale, c'est-à-dire une fièvre qui se produit dans le soir. L'imagerie, soit des signes généraux, soit une imagerie évocatrice, c'est-à-dire soit une radio, une écho, une UV, ça dépend du signe d'appel et du site atteint. Deuxièmement, une cytologie ou histologie en faveur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette cytologie? Une lymphocytose ou granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse. Parce que s'il y a une nécrose caséeuse, c'est une preuve pour... Donc, on revient au diagnostic de certitude. Mais s'il n'y a pas de nécrose caséeuse et il n'y a que les granulomes tuberculeux, donc on est dans la présomption. Troisièmement, positivité de l'intradermal réaction à la tuberculine ou quantiférant. Et quatrièmement, il faut éliminer les diagnostics différentiels. Les examens complémentaires, donc ça dépend de la localisation. En cas d'adénopathie périphérique, une ponction aspiration à l'aiguille ou une biopsie ganglionnaire. S'il y a atteinte de la plèvre, péritoine ou péricarde, donc c'est la ponction et biopsie. S'il y a atteinte du rein, c'est le recueil des 3 culots urinaires. L'appareil urogénital, chez la femme, c'est le recueil du flux menstruel, biopsie de l'endomètre, biopsie de l'épididyme chez l'homme et l'UIV. L'os et articulation, il faut faire des biopsies osseuses ou biopsies synoviales en cas d'articulation. Les autres, ponction, aspiration d'un abcès foie, biopsie cutanée et muqueuse, biopsie hépatique. Les formes cliniques. On va commencer par l'adénite cervicale tuberculeuse. Voilà. Donc, type de description, c'est une jeune patiente qui se présente pour une altération de son état général, la triade A, c'est-à-dire asthénie, amaigrissement, anorexie, et des sueurs nocturnes depuis 2 mois. Donc, c'est chronique. L'examen clinique retrouve une adénopathie cervicale susclaviculaire droite. Voilà. Mesurant 3 sur 3 cm, douloureuse à la palpation, érythémateuse et fluctuante, associée à une deuxième adénopathie spinale, c'est-à-dire du côté de la colonne vertébrale. De 3 cm aussi, elle est non érythémateuse et non fluctuante. Voilà, on peut la voir ici. Pardon. Donc, le diagnostic de présomption, critères de présomption, donc IDR à la tuberculine positive, ponction, aspiration à l'aiguille, lymphocytes et granulome tuberculoïde, et élimination des autres diagnostics différentiels. Le diagnostic de certitude, c'est le caséum à la cytoponction et ou granulome tuberculeux à la biopsie exérèse et ou culture des BK positifs. Le deuxième type de description, c'est la pleurésie sérofibrineuse tuberculeuse. C'est un patient qui consulte pour des signes généraux, sueur nocturne, fièvre vespérale, d'installation chronique depuis 1 mois et une douleur basithoracique droite de type pleural depuis 1 semaine. L'examen retrouve un syndrome d'épanchement pleural liquidien au niveau des 2/3 inférieurs de l'hémothorax droit. Voilà l'illustration, c'est ça, 2/3 inférieurs de l'hémothorax droit. Syndrome d'épanchement pleural liquidien.
Diagnostic de présomption. Bon, je reviens après ça. Donc, diagnostic de présomption. L'IDR à la tuberculine positive. Ponction pleurale du liquide ponction pleurale a retrouvé un liquide clair jaune-citrin. Exudative, ça c'est important, et lymphocytaire. Biopsie pleurale, on trouve un granulome tuberculoïde sans nécrose caseuse. C'est la présomption. La certitude, granulome tuberculeux avec nécrose caseuse à la biopsie pleurale et ou culture de BK positif. Le troisième type de description, c'est la méningo-miliaire tuberculeuse hypoxémiante. Donc, c'est un jeune patient, c'est un enfant non vacciné par le BCG. Le BCG, je vous rappelle qu'il protège contre les formes graves, c'est-à-dire la miliaire et la méningite. Donc, c'est cet enfant qui consulte pour asthénie profonde, fièvre élevée, dyspnée, tirage et cyanose d'installation aiguë. Plus ou moins des signes digestifs. L'examen trouve une polypnée, tachycardie et une désaturation. Le diagnostic de présomption, miliaire hématogène au téléthorax. Voilà le téléthorax, aspect de miliaire. Voilà. Donc, liquide céphalo-rachidien clair, lymphocytaire avec hyperalbuminorachie et hypoglucorachie. Le diagnostic de certitude, c'est la recherche de BK positive au niveau du liquide céphalo-rachidien, tubage gastrique ou urine, examen direct par examen direct aux cultures, tubercule de Bouchu au fond d'œil. Notez bien que le traitement antituberculeux a administré sans preuve bactériologique car c'est une urgence vitale. C'est une urgence vitale, la miliaire tuberculeuse. Donc, traitement antituberculeux administré sans preuve bactériologique. Le bilan systémique à la recherche d'autres localisations. Donc, le fond d'œil, lésions caractéristiques, tubercule de Bouchu, c'est des taches blanchâtres, voilà, tubercule de Bouchu, voilà, c'est ça, les tubercules de Bouchu. C'est des taches blanchâtres de 1 à 3 mm diamètre, arrondues, légèrement en relief, plus ou moins œdème, papillaire. Donc, attention à la ponction lombaire est contre-indiquée dans ce cas. La ponction lombaire, même en absence de syndrome méningé, évident. Si méningite tuberculose, le liquide céphalorachidien sera clair, riche en albumine, c'est-à-dire supérieur à 1 gramme, et riche en lymphocytes, 30 à 300 éléments. Recherchez les BK dans les urines, examen direct et culture. Si autre localisation évidente, examen EPL à la radiographie thoracique, donc nécessitant une ponction biopsie pleurale avec preuve histologique, c'est-à-dire épanchement, épanchement liquidien, à faire une ponction pleurale de l'épanchement pleural liquidien. Voilà, voici les nodules de Bouchu. Donc, la classe de gravité des tuberculoses extrapulmonaires. On a les formes sévères et les formes communes, c'est-à-dire simples. Donc, les formes sévères, c'est les formes aiguës graves, comme la miliaire et la méningite, péricardite, les formes vertébrales, qui donnent un mal de pote, et les formes rénales. Les formes simples, c'est le reste, c'est-à-dire pleurésie sérofibrineuse, adénopathie périphérique, forme osseuse, ostéo-articulaire et viscérale, etc. Le traitement, les buts du traitement, c'est de sauvegarder le pronostic vital. Ça, c'est première intention. Deuxièmement, c'est éradiquer l'infection et éviter les séquelles pour préserver
le pronostic fonctionnel, surtout en cas d'atteinte osseuse et articulaire, rénale aussi. Deuxièmement, c'est les moyens, chimiothérapie, antituberculeuse et traitement adjuvant. Les indications dans les formes sévères, c'est régime de première ligne, c'est-à-dire 2 RHZE 4 RH. Dans les formes communes, c'est le régime première ligne catégorie 3, c'est-à-dire 2 RHZ 4 RH. Il n'y a pas les thombidols. Notez bien que l'enfant pesant moins de 15 kg, pas de thombidols, c'est-à-dire 2 RHZ 4 RH. Et on le remplace par un autre médicament, à l'exception de la méningite associée ou non à une miliaire. Dans ce cas, on remplace par le S. Traitement adjuvant, donc c'est les corticoïdes, la ponction évacuatrice, kinésithérapie et chirurgie. L'évolution, une évolution favorable, évolution défavorable. L'évolution favorable, c'est-à-dire c'est la guérison, sans ou avec séquelles minimes. Exemple, cicatrice rétractile, kéloïde, épaississement pleural avec fonction respiratoire conservée. Évolution défavorable, c'est soit pronostic vital engagé ou pronostic fonctionnel engagé. Pronostic vital engagé, se pose surtout devant les formes sévères, miliaires asphyxiantes, méningo-encéphalite et tamponnade. Pronostic fonctionnel engagé, toutes les atteintes de tuberculose extra-pulmonaire peuvent garder des séquelles compromettant la fonction de l'organe atteint, insuffisance rénale par exemple, stérilité, péricardite constrictive, pachypleurite, insuffisance respiratoire. Toujours dans les infections, il y a le chapitre de prévention. Donc la prévention, c'est la vaccination BCG. Vaccin, c'est un vaccin bactérien vivant, non virulent. Donc il est atténué. Elle est systématique à la naissance en Algérie. Donc ça va engendrer une primo-infection artificielle. Elle protège des formes graves, la méningite et la miliaire, et elle va donner une protection durable durant 7 à 10 ans. Deuxième moyen pour prévenir, c'est le traitement précoce des malades bacillifères. Conclusion, tuberculose extra-pulmonaire est en constante augmentation aux dépens de tuberculose pulmonaire. Les formes ganglionnaires et pleurales sont les plus fréquentes. Le diagnostic de tuberculose extra-pulmonaire est difficile, souvent présomptif, reposant sur un faisceau d'arguments radiocliniques et anatomopathologiques. Le traitement repose sur la chimiothérapie antituberculeuse, mais la durée peut dépasser les 6 mois dans certains cas. La corticothérapie est obligatoire pour les formes méningées et péricardiques. La vaccination par les BCG reste la pierre angulaire pour protéger contre les formes graves de la tuberculose extra-pulmonaire. Merci de votre attention.